à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Lina pour ce webinaire sur les OKR. Juste, je vais me présenter, désolée Lina, je me présente et après comme ça je te laisse la parole sur le... Vas-y, fais-toi plaisir, à toi l'honneur. Allez, génial. Donc du coup, moi je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et du coup, Lina, je te laisse te présenter qui tu es. Alors bonjour à tous, je suis Lina, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter les OKR durant les 45 minutes qui vont suivre. Génial. Alors juste, on fait un mini instant promo pour QuickMS, ça dure juste 30 secondes, même pas. Donc QuickMS, on est une entreprise, on a été créé en 2018 et notre objectif, c'est d'aider les RH au quotidien. Et pour ce faire, donc, on a 2 logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser et de générer vos rapports RH, type BDESE, bilan social, etc. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Crew et qui permet d'automatiser et digitaliser les campagnes d'entretien. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler des OKR, les sujets qu'on connaît bien puisque chez QuickMS on les pratique depuis le début, depuis 2018. Donc voilà, donc Lina, je te laisse la parole. Juste il y a un petit chat, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous laisser des petits messages dans le chat, on y répondra. On y répondra. Et pareil pour les questions, on essaye d'y répondre en direct. Donc voilà. Allez Lina, je te laisse la main. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler des OKR, donc les objectifs Key Results. Alors, je vais tout vous expliquer, rassurez-vous. Si jamais vous avez des questions, Géraldine, au cours de la presse, n'hésite pas à m'interrompre pour que je puisse y répondre. Yes. Et bien évidemment, à la fin, vous pourrez vous rattraper. Au cours de la présentation, est-ce que ça veut bien démarrer? Eh oui! Alors, je vous propose comme toujours une partie théorique. C'est toujours la partie la plus chiante, mais celle-ci va être très courte normalement. Ensuite, on verra comment est-ce que les OKR se présentent en entreprise. Donc, on va faire un peu comme le Petit Prince, on va dessiner un arbre. Je vous propose de... Alors, j'ai pris en exemple Netflix pour la partie pratique, puisque je pars du postulat que tout le monde, si vous n'avez pas d'abonnement, vous avez vous avez déjà pratiqué la plateforme Netflix et vous connaissez bien l'entreprise. Donc, je vous parlerai des OKR de Netflix pour vous illustrer un peu la méthodologie OKR. Je ne vous présente pas ceux de QuickMS parce que c'est moins fun. Et ensuite, je vous dirai ce que ça implique pour vous, les RH, de mettre en place la méthodologie OKR. Est-ce qu'on est prêt? Tu vois bien mon écran là, Géraldine? Je ne t'entends pas, Géraldine. C'est sûr, j'avais enlevé mon micro, donc oui, je t'entends bien, tout est bon, on voit bien ton écran, tu peux y aller, pardon. Ok, c'est parti. Eh ben, je débute sur la partie théorique et encore une fois, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat et Géraldine me les remontera. Ouais. Alors, OKR, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je vais vous l'épeler, ça veut dire Objective and Key Results. Donc, en français, c'est objectif et résultat clé. Donc, en fait, tout simplement, les OKR, c'est une méthodologie qui va vous permettre de piloter la performance de votre entreprise. Je m'explique. C'est une méthodologie de gestion de la performance qui va vous conduire à fixer vos objectifs. Donc, c'est une méthode de fixation et de suivi des objectifs qui est utilisée par toutes les équipes de votre organigramme et par les organisations pour mesurer le progrès vers les objectifs significatifs et ambitieux. Je m'explique. Vous avez des objectifs d'entreprise, des objectifs d'équipe et des objectifs individuels. Et donc, en fait, vous devez tous pointer dans la même direction. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Vous n'allez pas tous dans le bon sens. Si vos objectifs vont tous dans la même direction, vous travaillez tous dans un même but. Et donc, votre entreprise crée de la croissance et de la performance. Sur la partie haut des OKR, les objectifs, comment ça se présente? En fait, c'est très simple. Normalement, c'est la partie que vous maîtrisez le plus puisqu'on a l'habitude de fixer des objectifs. Donc, c'est tout simplement de définir des objectifs globaux et surtout à noter ambitieux. Je vous l'ai mis en gras dans la présentation, qui sont développés en fonction de ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire en fonction de là où l'entreprise veut aller. Les objectifs, ils doivent être inspirants, alignés sur la vision et la stratégie de l'organisation et définis de manière claire et mesurable. Vos objectifs doivent rester SMART, c'est-à-dire ils sont ambitieux, certes, mais ils doivent rester atteignables.
Sur la partie résultats clés, eh bien, tout simplement, il s'agit de définir les mesures spécifiques quantifiables à mettre en place pour atteindre vos objectifs. Donc, vous avez un objectif et en fait, vous devez tout simplement mettre en place des actions que vous allez pouvoir mesurer pour évaluer la réalisation ou non de votre objectif et ainsi de voir la progression vers l'objectif final qui est celle de l'entreprise. Les résultats clés, eux, ils sont définis par des étapes intermédiaires ou des jalons qui permettent de mesurer la réalisation des objectifs. Je m'explique. Si vous avez un gros objectif qui est faire une croissance de 20% sur l'année, donc ça, c'est l'objectif global annuel, ok. Vous allez le démanteler en plusieurs paliers d'atteinte et d'action. C'est-à-dire que vous allez avoir un gros objectif qui est de faire une croissance de 20% sur l'année. Et en cela, vous allez définir des objectifs par palier. Et dans chaque objectif, vous allez avoir des actions. C'est ce que l'on appelle les key results. C'est ce qui vont vous permettre, c'est les étapes à atteindre, à réaliser, les actions à réaliser étape par étape pour pouvoir atteindre cet objectif de croissance de 20%. Si ce n'est pas clair, je vous rassure, vous allez tout comprendre quand je vous montrerai les objectifs de Netflix. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Ça a l'air, en tout cas, on n'a pas de questions. Ok. Ça, c'est la partie théorique. Je vous propose de la voir en image. C'est toujours plus facile en image. Donc, la méthodologie EKR, ça se présente comme un arbre. Donc, vous avez en haut la vision de l'entreprise qui doit être très claire auprès des équipes et définie généralement par votre DG ou votre CEO. Ensuite, pour pouvoir répondre à cette vision d'entreprise, à cette vision du CEO, pardon, vous allez avoir ce que l'on appelle des objectifs d'entreprise. Exemple, croissance de 20%. Qu'est-ce qu'on a comme objectif d'entreprise? Être un exemple dans la green tech. Je vous dis n'importe quoi. Être l'entreprise référentielle green tech, etc., etc. Ça, c'est votre objectif d'entreprise. Pour pouvoir réaliser cet objectif d'entreprise, les équipes vont définir des objectifs qui vont répondre à cet objectif d'entreprise. Et ensuite, dans chaque équipe, vos collaborateurs, individuellement, vont définir des objectifs individuels. En gros, vous avez, si je pars en bas, ici, donc des actions, des initiatives, peu importe, vous allez avoir vos objectifs individuels qui vont répondre à des objectifs d'équipe qui, eux, vont répondre à des objectifs d'entreprise pour répondre à la vision du CEO ou du DG. Donc, autrement dit, vous pouvez certes avoir des actions individuelles à réaliser, mais elles auront un impact sur le collectif. Quand on est dans la méthodologie OKR, ce sont des actions individuelles qui ont un impact sur le collectif et qui contribuent à la réalisation collective d'un objectif donné. Est-ce que c'est clair jusque-là? A priori, c'est clair, on n'a pas de questions. Ok. Quelques règles très importantes sur les OKR. Les objectifs d'équipe et les actions sont soumis à un cycle court. C'est-à-dire que si jamais vous fixez des objectifs sur un an, vous allez avoir de gros problèmes dans le sens où ils vont vite devenir désuets. Il se passe beaucoup de choses en un an, même en un trimestre. D'accord? Donc, des objectifs que vous avez fixés 3 mois plus tôt, il se peut qu'il faille les changer ou alors qu'ils ne sont plus du tout réalisables parce que l'environnement a changé, le marché a changé, on a eu une crise économique, on a eu un Covid. Donc, vos objectifs annuels, si vous les définissez de manière annuelle, quand vous êtes dans une méthodologie OKR, il faut les décomposer en objectifs trimestriels ou semestriels, peu importe, mais il faut vraiment le faire sur des courtes périodes. Nous, chez QuickMS, on le fait au trimestre, pour info. Les équipes doivent être totalement autonomes pour fixer les objectifs. C'est-à-dire que dans les objectifs, vous allez avoir votre manager qui va définir les objectifs d'équipe et vos collaborateurs vont définir les objectifs perso, donc individuels, pour répondre aux objectifs d'équipe. Géraldine pourra vous l'expliquer parce qu'elle est manager. Et ensuite, on ne peut pas obliger quelqu'un à réaliser une action. Il doit y avoir un consensus. Donc, si jamais déjà vous n'êtes pas d'accord sur la vision, si vous n'êtes pas aligné sur la vision, si vous n'allez pas tous dans le même sens, en fait, à un moment donné, ça va bloquer auprès de vos collaborateurs.
Ça permet aussi de faire un peu de tri, je vais en reparler après, mais il faut que vous soyez tous alignés et que vos collaborateurs, eux, puissent avoir la liberté, l'envie et le choix, en fait, dans leurs objectifs et dans leur réalisation. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Vous ne pouvez pas l'y obliger. Dans ces cas-là, ça reste un objectif imposé unilatéralement et ça ne répond pas, en gros, on va dire, à la philosophie des OKR. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Ouais. C'est bon. Ok. Je vous présente les OKR de Netflix. Donc Netflix, on connaît tous, c'est la plateforme sur laquelle on va regarder beaucoup de films, beaucoup de séries au cours de l'année. C'est la plateforme qui va nous suivre durant nos week-ends chill, des primes, tout ce que vous voulez. Voilà, donc les OKR de Netflix sont très simples, c'est-à-dire que la vision du CEO, ou en tout cas de l'entreprise, c'est la croissance et le succès de Netflix. Bon, jusque-là, ils ne se trompent pas trop, ils sont plutôt numéro 1, donc ils sont plutôt bons. Dans les objectifs d'entreprise, pour pouvoir répondre à cette croissance et au succès de Netflix, vous allez avoir comme objectif d'entreprise augmenter le nombre d'abonnés, accroître la production de contenu original et développer bien évidemment de nouveaux marchés. Je vous ai simplifié leurs objectifs parce que c'est une grosse entreprise, donc il y en a des centaines d'objectifs, mais grosso modo, c'est ça. Et ensuite, dans les objectifs d'équipe, donc ce que les managers vont faire pour pouvoir répondre aux objectifs d'entreprise, pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnés, peut-être que Géraldine, elle va dire à son équipe, il faut augmenter le nombre total d'abonnés payants et il faut augmenter le nombre d'abonnés dans des régions spécifiques. Peut-être que ça va être ça la stratégie de Géraldine. Et les collaborateurs de Géraldine, eux, vont définir des actions pour pouvoir réaliser ces objectifs d'équipe qui vont répondre aux objectifs d'entreprise pour répondre à la vision de l'entreprise. Sur la production de contenu original, on peut augmenter le nombre de productions originales. Donc, si vous allumez votre Netflix en ce moment, vous voyez beaucoup de séries coréennes. On a eu la période espagnole. Voilà. Et maintenant, on a les séries coréennes qui se multiplient. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans les OKR de Netflix, dans développer de nouveaux marchés, dans l'expansion de nouveaux pays, vous allez avoir des objectifs qui incitent à faire une veille productive et aussi à faire des productions Netflix dans ce type de pays qui répondent à la demande de ce pays. D'ailleurs, quand vous allez dans Netflix, vous avez des productions originales Netflix. Eh bien ça, c'est Netflix qui a investi dans la production de films et de séries, donc quelque part dans leurs objectifs, pour pouvoir développer de nouveaux marchés et accroître la production de contenu original, ils ont fait de l'investissement et ils ont eu des objectifs sur investir dans la production de films dans un pays donné et en gros détenir le film. Quand vous voyez, alors je ne sais pas si vous avez Amazon, mais quand vous avez d'autres plateformes de streaming, vous avez parfois, notamment dans Netflix, des films qui apparaissent et qui disparaissent selon les périodes. Quand ces films apparaissent et disparaissent, c'est que Netflix ne détient pas les droits d'auteur et donc n'a pas produit le film. Quand Netflix produit des films et que c'est une production originale Netflix, c'est un film qui reste tout le temps sur la plateforme et qui accroît le nombre d'abonnés si on veut absolument voir ce film et qu'il n'est disponible sur aucune plateforme, tout comme ils peuvent investir aussi sur les droits d'auteur, notamment ce qu'on aime bien regarder pendant la période de Noël, c'est les films Harry Potter ou Maman, j'ai raté l'avion ou ce genre de films. Donc généralement, les plateformes, pour pouvoir augmenter leur nombre d'abonnés ou avoir une croissance et un succès sur la plateforme, vont investir dans ces films. Et ça fait partie de leurs OKR. Est-ce que j'ai des questions sur cette partie-là ? Non, il n'y a pas de questions. Juste, je fais une petite parenthèse. Je vous enverrai à la fin du webinaire le lien pour. C'est un kit de mise en place des OKR, en fait, où on vous a expliqué de manière très claire comment mettre en place les OKR chez vous. Petite parenthèse. Quelques clés très importantes à noter sur les OKR. Les objectifs sont définis par équipe, parce que bien évidemment, ce que vous allez définir individuellement va avoir un impact sur l'équipe, sur le collectif, parce que ce n'est pas parce que vous atteignez vos objectifs individuels que vous allez avoir votre prime. Je m'explique. Si vous mettez en place un système de prime sur la réalisation des objectifs, moi, Lina Gouvignas, si j'atteins mes objectifs personnels
mais que mon équipe n'atteint pas les objectifs d'équipe, à un moment donné, ça va bloquer. Donc, il faut que les objectifs soient vraiment définis par équipe. Ensuite, il faut avoir en tête que atteindre 70% de l'OKR, de l'objectif, c'est OK. Si vous atteignez toujours 100%, c'est que vos objectifs ne sont pas assez ambitieux. La méthodologie OKR ne consiste pas à fixer des objectifs et à laisser les collaborateurs l'atteindre. La méthodologie OKR a pour objectif d'augmenter la croissance et la performance d'une entreprise. Pour pouvoir augmenter la performance des personnes, d'une entreprise ou peu importe, d'un organisme, il faut à un moment donné le challenger. Donc, vos objectifs qui certes sont atteignables et réalisables, donc SMART, doivent être ambitieux. Donc, on part donc du postulat que les atteindre à 70%, c'est OK. Si vous les atteignez, je répète, mais si vous les atteignez tout le temps à 100%, c'est que vos objectifs ne sont pas assez ambitieux. 70%, généralement, chez nous, ça déclenche la prime. Voilà. Ils doivent être impérativement suivis, donc idéalement mensuellement, c'est-à-dire faire des feedbacks réguliers avec les membres de votre équipe, avec vos managers pour vérifier que vous allez dans la bonne direction. Avoir un entretien trimestriel pour faire le bilan et fixer les objectifs du trimestre suivant, puisque vous avez toujours votre objectif en fin d'année, mais il faut le faire étape par étape. Et à chaque fois, ces objectifs, ils vont s'adapter à l'environnement, au trimestre. Je ne sais pas, vous êtes dans une entreprise, je dis n'importe quoi, de BTP, c'est sûr que vous allez faire moins de business en hiver qu'au printemps. Parce que la météo, parce que ci, parce que ça. Donc, en fait, vos objectifs doivent s'adapter à la période, au marché, à l'environnement, aux personnes, est-ce qu'il y a assez d'effectifs pour pouvoir le faire, etc., etc. Ça, en fait, vous redirigez, vous adaptez en fonction des événements qui se passent sur l'année. Et idéalement, ce qu'on vous conseille, c'est de suivre les objectifs via un outil. Donc, nous, chez QuickMS, on a développé Crew. Donc, on suit les objectifs dans Crew et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir pour les objectifs Netflix. Est-ce que vous voyez là maintenant ? Vous ne voyez pas. Alors, je vais vous partager ma fenêtre. Hop. Est-ce que là, je crois que tu dois accepter, Géraldine. Ouais, ça y est. Voilà. Alors, comment ça se pilote les objectifs OKR? Si vous les pilotez à la main, vous allez avoir un peu de difficulté. Enfin, en tout cas, j'aimerais pas être à votre place. Donc, idéalement, ce qu'on vous conseille, c'est un outil de suivi. Je vous montre comment ça se passe, le suivi des OKR. Donc, je vous ai repris les OKR de Netflix, histoire que ce soit plus clair pour vous. Donc, on a les 3 grands objectifs de Netflix. Donc, hop. Donc, accroître la production de contenu original, développer de nouveaux marchés et augmenter le nombre d'abonnés Netflix. Ça, ce sont vos objectifs d'entreprise. Sur la partie accroître la production de contenu original, vous allez avoir les objectifs d'équipe. D'accord? Donc, les objectifs que l'équipe marketing, par exemple, de Géraldine, aura mis en place, à savoir maintien d'un niveau élevé de la qualité du contenu original et augmenter le nombre de productions originales. Et dans chaque objectif d'équipe, vous allez avoir mes objectifs individuels à moi qui consistent à renforcer les partenariats avec les créateurs. Hop, vous faites une avancée, hop, je dis ça comme ça. Et en dessous, augmenter le volume de la production de contenu original. Donc, par exemple, diversifier, qu'est-ce que j'ai mis là? Mais diversifier le contenu original avec, qu'est-ce que j'ai mis? Par genre ou catégorie. Ouais, par genre ou catégorie. Voilà. Donc après, je mets 5 nouveaux contenus. Donc, je mets création de 5 nouveaux contenus, produire et lancer 20% de séries et films de contenus originaux, donc 20%. Donc, où est-ce que j'en suis de mes 20%? Voilà. Et vous faites l'évaluation comme ça. Okay. Et sur chaque objectif, donc pareil, là, moi, personnellement, je peux rajouter des résultats clés à chaque fois. Des actions que je vais faire pour pouvoir répondre à cet objectif d'équipe qui, à un moment donné, va répondre à l'objectif d'entreprise. Ensuite, vous faites bien évidemment enregistrer, si ça veut bien.
comme je l'ai un peu fait bugger, tu vois. Après, juste, je fais une petite parenthèse parce qu'on a souvent la question, et même pour nous en tant que manager, par exemple chez QuickMS, on s'était posé la question de comment on fait pour les objectifs qualitatifs. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs quantitatifs, alors ça c'est facile de les mesurer, et toute la pertinence en fait des OKR vient dans le fait de pouvoir mesurer aussi tout type d'objectifs. Et du coup, Lina, c'est quoi la solution alors pour piloter les objectifs qualitatifs? Alors, effectivement, il y a deux types d'objectifs. Donc, comme l'a dit Géraldine, vous avez des objectifs qualitatifs et des objectifs quantitatifs. Les objectifs quantitatifs, généralement, c'est très simple. C'est mesurable sur une échelle de 1 à 5, sur un pourcentage, comme là, sur 5 nouvelles productions, 15 projets et 10 signatures. Ça, c'est du quantitatif, c'est dans les faits. Quand on est sur du qualitatif, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup moins mesurable, ou en tout cas moins facilement mesurable, c'est-à-dire, alors est-ce que je vais vous trouver un exemple? Là, je pense que j'ai fait que du quantitatif, 3 offres. Attendez, je vais vous les déplier, au cas où j'aurai un exemple. Nouvelle fonctionnalité, par exemple, lancer une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce qui fait que la fonctionnalité est valide ou pas valide? Est-ce qu'elle est bien? Parce que vous pouvez créer une nouvelle fonctionnalité, mais si jamais elle ne rentre pas elle ne rentre pas sur la plateforme, ben, finalement, est-ce que vous validez ou pas? Comment est-ce que vous allez juger que cette nouvelle fonctionnalité répond à l'objectif que vous avez fixé ou pas? Quand on est sur un OKR qui n'est pas quantifiable à proprement parler, chiffré, ce que je conseille de faire, c'est de demander l'avis des personnes qui ont travaillé sur cet objectif ou qui ont, en tout cas, qui se voient impactés par l'objectif. Je vous donne un exemple. Si je dois... est-ce que j'en ai un là de quantitatif? Si je dois créer une nouvelle fonctionnalité et que cette nouvelle fonctionnalité doit servir le commerce et le marketing, pour pouvoir évaluer cette nouvelle fonctionnalité, eh ben, il ne faut pas juste de dire est-ce que je l'ai créé ou est-ce que je ne l'ai pas créé. Ce n'est pas juste mon manager qui va définir si cet objectif est rempli ou pas. Le manager va aller voir Géraldine, va aller voir Nicolas, va aller voir l'équipe commerciale et l'équipe marketing qui vont considérer est-ce que l'objectif est atteint à 50%, à 100% ou pas. C'est une évaluation collective de l'objectif. C'est-à-dire que votre objectif individuel peut être évalué par d'autres personnes. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de coupler les objectifs par collaborateur. C'est-à-dire quand il y a un objectif qualitatif qui est mis en place, par exemple moi ce que j'aime faire dans mon équipe au marketing, où on a effectivement souvent des objectifs qui sont qualitatifs, c'est de fixer ces objectifs pour 2 collaborateurs, comme ça ils vont travailler ensemble et ça va en fait relever le niveau relever l'atteinte de l'objectif. Et après, moi, je fais un petit retour d'expérience sur la mise en place des OKR en fait, en tant que manager. Moi, en tout cas, ça a permis de changer ma manière de manager, ma typologie de management, parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans un management qui est descendant, mais plus dans du leadership, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ensemble, créer ensemble des objectifs individuels et du coup, les équipes sont engagées individuellement dans la performance de l'équipe et de l'entreprise. Et le fait aussi tout à l'heure, Lina en parlait, une condition en fait sine qua non pour que les OKR fonctionnent, c'est de faire des OKR par trimestre ou des OKR qui sont c'est-à-dire très rapides dans le temps. Et en fait, ça permet de travailler en mode sprint et de pouvoir faire évoluer les objectifs au trimestre d'après et de garder les collaborateurs engagés en fait. Parce que quand on fixe des objectifs à l'année, on peut perdre les objectifs de vue au milieu de l'année, etc. Alors que là, en fait, tous les trimestres, on sait exactement où est-ce qu'on doit aller, on sait exactement comment on doit le faire, et surtout, ces objectifs sont fixés ensemble, en fait, avec le manager et le collaborateur. Donc, ça permet d'avoir vraiment une structure des objectifs qui est super claire, en fait, et de pouvoir mesurer concrètement les résultats. Donc, en termes de management, c'est un management qui est par du leadership est beaucoup plus bienveillant
Et je sais que, par exemple, chez QuickMS, nous, on est en full télétravail et d'avoir mis en place les OKR, ça permet, moi, en tant que manager, de n'avoir aucun doute sur le travail de mes collaborateurs, en fait. Parce que je sais exactement où ils doivent aller à la fin du trimestre, les missions qu'ils doivent avoir effectuées. Et du coup, je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont en train de travailler ou pas, parce que je sais qu'ils travaillent puisque je vois les OKR avancer. Donc, il y a une notion de transparence, de bienveillance et de confiance aussi qui est rétablie en utilisant les OKR. En tout cas, je parle en tant que manager. Pour rebondir sur ce que dit Géraldine, sur la question du management à distance. Donc, on sait que ce qui fait que beaucoup reviennent en arrière dans certaines entreprises sur le télétravail et le full remote, c'est ce côté, je ne sais pas ce que mes collaborateurs font. Donc, par expérience, quand vous fixez des objectifs annuels, ça m'est déjà arrivé de voir ça. J'ai déjà eu un commercial qui devait faire un chiffre d'affaires sur l'année. Il a eu un gros contrat d'un client grand compte et il a répondu à l'objectif sur le premier trimestre. C'est-à-dire que tout le reste de l'année, il pouvait ne pas bosser, il s'en fout, il avait sa prime annuelle, il avait répondu à l'objectif annuel. Donc, le reste de l'année, il n'a pas fait grand-chose. Donc, je vous confirme qu'en télétravail, ça télé plus que ça travaillait. Mais il avait fait ce qu'on lui avait demandé. Si on avait eu des objectifs trimestriels ou en tout cas une méthodologie OKR, on aurait pu revoir les objectifs et du coup, le pousser à aller plus à la performance, c'est-à-dire il avait répondu à l'objectif annuel, entre guillemets, et donc on aurait pu fixer d'autres objectifs qui auraient pu contribuer à l'entreprise, à sa performance et à sa croissance. Et là, on a eu une personne qui a travaillé pendant 3 mois et le reste de l'année, je m'en fous, j'ai fait mes objectifs. Réponse claire du collaborateur. Je ne l'invente pas, c'est lui qui me l'a dit. Voilà. Oui, mais après, il y a tout un sujet, une problématique d'engagement, parce que quid de ce collaborateur qui ne fait plus rien le reste de l'année? Est-ce qu'il est vraiment engagé dans la société? Est-ce qu'il a envie d'avoir d'autres projets, etc. Donc, derrière, ça soulève des vraies questions d'engagement et je pense que c'est pas le but, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres objectifs qui lui soient fixés, il n'est pas challengé. Ouais. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est qu'il a fini par s'ennuyer et qu'il est parti. Ouais. Parce que derrière, il n'y a pas eu d'autres choses qui lui ont été demandées. On a pu lui demander d'autres choses, mais il n'y voyait pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'il a fait son objectif annuel, mais nous, derrière, on n'a pas été capable de, déplafonner sa prime ou de lui proposer un vrai challenge qui réponde de gagnant-gagnant. Voilà. Après, clairement, c'est un petit challenge aussi en tant que manager de devoir trouver des objectifs clairs, structurés pour chaque trimestre, etc. Mais je trouve que ça motive à la performance, en fait. Juste, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a une question dans le chat, c'est quels peuvent être les freins à la mise en place de cette approche? Alors, ce que je propose, c'est, je vais juste voir pour les RH et je vais répondre à cette question après. Je crois qu'il faut que tu m'autorises le partage d'écran. Ah oui, pardon, excuse-moi. Pourquoi ça marche pas? Mais j'ai bien vu la question et je vais y répondre pour la partie sur la partie RH. Donc ça, c'est ma vision RH. Donc c'est ce que j'ai découvert avec la méthodologie OKR. Ça n'engage que moi et en même temps, ça a été un peu discuté avec d'autres. Donc voilà, je vous partage les avantages un petit peu et les inconvénients. Donc sur la partie un peu plus inconvénients, il faut savoir que les OKR, et donc ça répond du coup un petit peu à la question de quels peuvent être les freins à la mise en place de cette approche, c'est que si jamais les OKR les OKR ne fonctionneront pas si tout le monde n'embarque pas à bord. C'est-à-dire que si jamais vous avez des collaborateurs qui ne sont pas du tout alignés sur la vision de l'entreprise et sur l'objectif à atteindre, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez des collaborateurs qui ne sont pas du tout alignés sur la méthodologie OKR, parce que c'est des personnes qui préfèrent un objectif annuel pour être tranquille durant l'année, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut vraiment que dans la pratique et dans les objectifs ainsi que dans la vision entreprise, vous soyez tous alignés. Voilà. Sinon, c'est clair que ça ne fonctionnera pas, étant donné que je rappelle que vous ne pouvez pas obliger les collaborateurs à avoir les actions qui répondent à l'objectif d'équipe et à l'objectif d'entreprise. La question qu'on s'est posée chez QuickMS, c'est est-ce qu'il peut y avoir des OKR sans prime? Puisque généralement, quand on atteint un objectif, on a l'habitude d'avoir une prime, une récompense, la carotte au bout.
Nous, aujourd'hui, on a des primes. Après, si je devais vraiment répondre à cette question, je dirais que c'est possible parce que ça se voit dans d'autres entreprises. Voilà, il y a des entreprises qui ont la méthodologie OKR et qui ne fixent pas, qui ne versent pas de primes à leurs collaborateurs qui sont parfaitement intégrés à l'entreprise, qui se sentent engagés, qui ont une conscience professionnelle forte et donc du coup considèrent que si jamais l'entreprise atteint sa performance, croît sa performance et atteint sa croissance et l'objectif visé, eh bien, en fait, ils ont ce sentiment de fierté, d'appartenance et ils ont cet engagement qui, pour eux, leur suffit. Bon, généralement, il y a toujours des compensations de genre liberté organisationnelle, full remote. Voilà, il y a quand même d'autres avantages à côté, mais on peut dire que les OKR peuvent fonctionner sans prime. Ça, j'ai mis toujours un astérix là-dessus, un petit bémol. Tout dépend aussi de, on va dire, votre culture d'entreprise. Il faut avoir des équipes de taille raisonnable. Alors ça, j'insiste, parce que bien évidemment, les OKR, vous devez les suivre. Donc, ça implique des entretiens de suivi. Si jamais vous avez des équipes de 20 personnes, eh ben, vos managers vont passer leur temps à faire du suivi d'OKR et des entretiens. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même que le manager puisse un peu guider son équipe et en tant que leader, les accompagner et les faire grandir pour qu'ils puissent répondre aux OKR. Donc, idéalement, la taille d'équipe idéale, c'est entre 5 et 7 personnes, idéalement. Ce que je déconseille, c'est de dépasser 10 personnes. Après, ça, c'est 5 et 7 personnes parce que chez QuickMS, on considère que le manager est aussi opérationnel. Bien évidemment, si on a il y a des équipes où il y a des managers qui managent 20 personnes et du coup, le manager n'aura aucun rôle opérationnel parce qu'effectivement, comme le disait Lina, il n'aura pas le temps en fait d'être dans l'opérationnel. Faut savoir que c'est un rythme soutenu, c'est-à-dire que vous venez de finir, normalement les OKR que vous fixez comme ils sont ambitieux, soit vous les atteignez pas à 100%, vous êtes à fond pendant un trimestre, vous avez fini un trimestre, vous les clôturez, vous en fixez d'autres, vous enchaînez avec les nouveaux OKR. Donc c'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà, il faut bien gérer sa charge alors c'est pas trop une charge de travail, mais il faut bien gérer son temps de travail. Il peut y avoir une pression sur la performance. Voilà, on reste quand même des êtres humains, il y a des jours avec et des jours sans. Et donc, il faut noter que si jamais c'est trop tranquille, c'est que vos objectifs ne sont pas assez ambitieux et en même temps, cette ambition peut mettre une certaine pression. Et bien évidemment, très important, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est nécessaire de connaître la vision, la stratégie et l'objectif d'entreprise. C'est-à-dire que votre CEO, votre DG, il doit être très clair sur ce qu'il veut, ce qu'il attend et là où il veut aller. C'est quoi l'avenir de l'entreprise, quelle est sa culture, etc., etc. Ça, c'est très important. Les avantages, finalement, c'est la deuxième partie qui répond à la question quels peuvent être les freins. Donc, tout inconvénient a des avantages à sa hauteur et inversement. Donc, forcément, ça révèle ceux qui n'adhèrent pas à la vision d'entreprise. Donc, la question que vous allez vous poser si vous voulez mettre cette méthodologie OKR, c'est si cette personne n'adhère pas à la vision d'entreprise, est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble? Et inversement, le collaborateur peut se poser la question et parfois se rendre compte qu'en fait, il n'est pas du tout aligné avec la culture d'entreprise et sa vision. Et donc, est-ce que vous devez continuer à travailler ensemble ou pas? Ça permet une progression plus rapide des collaborateurs et de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise qui croit, il y a aussi les collaborateurs qui progressent énormément. Le fait aussi qu'ils soient autonomes et qu'ils définissent en partie eux-mêmes leurs objectifs, ça les rend plus responsables. Et parfois, même souvent, ils prennent des initiatives qu'ils n'auraient pas prises ailleurs et ils apprennent beaucoup plus. Ils évoluent en tout cas beaucoup plus vite, à mon sens. Il y a un meilleur suivi des équipes. Donc, c'est ce que vous a dit Géraldine tout à l'heure. Donc, un meilleur suivi des équipes. On vérifie qu'il y a toujours le même alignement. Il y a de la transparence et beaucoup d'agilité. Donc, ça, c'est sûr que c'est un avantage d'être agile. Ça donne du sens au travail fourni. Donc, dans une époque où on cherche beaucoup de sens au travail et de pourquoi on se lève le matin, c'est hyper important. Et la méthodologie OKR y répond. Donc, voilà. Et il y a une clarté dans les objectifs, du fait que ce soit pas juste un objectif global, une vision, et que ce soit bien pas déconstruit, mais en tout cas dans l'entonnoir
inverser de plus en plus précis sur les actions, sur les objectifs d'équipe qui vont répondre à des objectifs d'entreprise, et ben c'est très clair. Et les gens, quand c'est clair, et ben ils savent où ils doivent aller, pourquoi ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire pour y aller. Et bien évidemment, il y a beaucoup par l'autonomie, il y a beaucoup de responsabilisation et de l'autogestion des équipes. Et ça, c'est clairement un point fort. On sait que plus les collaborateurs sont responsabilisés et autonomes, plus ils ont de l'engagement et ça accroît leur performance. Plus vous allez essayer de les contrôler et d'en faire des exécutants, moins vous allez pouvoir faire ressortir une performance accrue et en tout cas croître de manière assez rapide. Si je devais résumer tout ça sur le job RH, ce que ça implique sur le job RH, c'est tout simplement que en tant qu'RH, vous serez beaucoup moins admin et beaucoup plus dans l'accompagnement opérationnel des équipes. Je m'explique. Donc, quand on est dans une forme de méthodologie OKR, ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez continuer à accompagner les collaborateurs dans leur quotidien, certes, mais beaucoup accompagner les managers en fonction des difficultés et des demandes qu'ils vont rencontrer. Ils vont devoir, à un moment donné, eux, grandir sur certains sujets, que ce soit sur le pilotage, sur même des méthodologies de managériales ou des sujets d'équipe. Il peut y avoir un problème à un moment donné au niveau d'un alignement. Ils ne savent pas comment faire parler l'équipe ou comment passer outre. Et donc, vous, votre job RH, c'est d'avoir une présence dans l'opérationnel pour voir comment ça se passe. C'est très important, échanger avec les collaborateurs, échanger avec les managers. Bien évidemment, en tant qu'RH, vous traduisez aussi un peu la vision du CEO, cadrer un peu tout ça. Et donc, souvent, vous devez avoir des actions pour clarifier certaines choses. Voilà. Et vous, dans l'accompagnement, vous devez aider les managers à répondre à certaines problématiques souvent humaines. Voilà, plus qu'opération, plus que technique, puisque la technique, c'est eux qui la détiennent. Mais la méthodologie OKR, il y a une clé qui est importante, c'est la communication. On est beaucoup sur la transparence, sur le suivi, sur la confiance. C'est sûr que si jamais vous n'avez pas confiance en votre équipe, ça va être compliqué. Donc, voilà. Et généralement, les équipes s'appuient beaucoup sur les RH pour ça. Okay. Et du coup, on a une question. Et si le CEO et la vision d'entreprise changent, est-ce qu'on perd tout le monde? Alors. Non, pas forcément. Alors, dans cette théorie-là, normalement, vous avez un ou une RH qui doit accompagner le changement. Votre rôle en tant qu'RH, c'est de faire en sorte que ce changement soit progressif et surtout accepté. Donc, si jamais vous avez un changement de culture radicale, il faut savoir que la culture influence beaucoup. Si vous avez un changement de culture radicale, souvent, ça provoque des départs, des séparations, et c'est ce qui fait que ça ne se passe pas très bien. Si, en revanche, la culture ne change pas, c'est-à-dire que votre nouveau CEO, il a la même culture que le précédent, mais qu'en fait, lui, il a juste un objectif différent pour l'entreprise, il faut remanier, en gros, les OKR. Et vous n'arrêtez pas les OKR en plein trimestre. Vous les laissez terminer les OKR. Pendant ce temps-là, vous, en tant qu'RH, vous voyez avec le nouveau CEO quelle est la meilleure stratégie à adopter, RH et manager compris, bien évidemment, et mettre en place des objectifs progressifs pour accompagner le changement. L'accompagnement du changement, vous pouvez aussi l'inclure dans les OKR. Vous n'êtes pas obligé de faire du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est jamais bon de faire du jour au lendemain. C'est comment est-ce qu'on change progressivement les pratiques, comment est-ce qu'on s'aligne sur cette vision, etc. Et comment est-ce qu'on la planifie dans le temps. Après, la vision de l'entreprise, juste, ça reste quand même la colonne vertébrale en fait des OKR, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas voué à changer, à moins d'un changement de direction, à moins d'un changement de direction. Mais vraiment, la vision d'entreprise, c'est pas voué à changer tous les ans, quoi. Généralement, un changement de direction, c'est le rachat d'une entreprise ou c'est si vous faites partie d'un grand groupe, un remaniement comment on appelle ça? Du board. Du board. Donc, effectivement, c'est toujours, ça se passe toujours plus ou moins bien. C'est-à-dire que ça peut être un changement
du bon changement, c'est-à-dire qu'on a déjà vu des entreprises qui changeaient de CEO, donc des entreprises qui allaient couler et qui, en fait, se sont totalement reconstruites et ont refait de la croissance. Et inversement, alors j'aime pas trop dire ça, mais c'est parce que je l'ai en tête, mais vous pouvez avoir une entreprise rachetée par, donc une entreprise française rachetée par un groupe américain. Ce sont deux cultures totalement différentes. Effectivement, là, je pense que vous allez perdre un peu de monde si vous avez des collaborateurs qui sont totalement engagés et qui adhèrent à la culture initiale de l'entreprise française. Si vous avez un groupe américain qui veut changer toute cette culture-là et que finalement, ça ne répond pas du tout aux valeurs et aux ambitions de vos collaborateurs, bah oui, vous allez avoir du changement. Maintenant, si les deux sont alignés, il n'y a pas de raison que vous perdiez beaucoup de monde. Vous allez plus peut-être changer dans la hiérarchie et changer certains process aussi. Vos OKR seront peut-être un peu différents, mais il faudra utiliser les OKR pour justement accompagner le changement. Et moi, ce que je dirais aussi pour étayer et pour ouvrir sur la conclusion aussi, c'est que les OKR, c'est bien de le mettre en place avec une culture du feedback aussi. Parce que de fait, en fait, quand on travaille avec des OKR sur une durée courte, au trimestre ou sur 8 semaines, en fait, on a besoin d'avoir des retours réguliers. Les équipes ont besoin d'avoir des retours réguliers. Il faut savoir leur faire des retours. Et en fait, ça va avec une culture du feedback. Donc, c'est comment on fait un feedback, quel type de feedback il y a, etc. Donc, ce sont deux choses, en fait, deux éléments qui, pour moi, sont essentiels à mettre en place ensemble. En fait, si vous mettez les OKR ensemble, c'est bien de penser à mettre des sessions de feedback aussi entre vos managers, entre la direction et les managers, entre les collaborateurs, enfin entre tout le monde en fait, pour qu'il y ait une totale transparence et un total engagement en fait de tous les collaborateurs vers la vision de l'entreprise et la mission de l'entreprise. Et la culture feedback, c'est les normes sur lesquelles reposeront votre communication en fait. Donc, vous répondrez un peu au suivi des OKR et ça facilitera la mise en place des OKR et sa pratique. Ouais, et du coup, quels sont les freins en fait à la mise en place de cette approche? C'est la situation du changement, la conduite du changement peut-être? Alors, les freins à la mise en place de cette approche. Le premier frein, c'est que si jamais la direction ne conduit pas à ce changement, c'est-à-dire que si jamais vous avez dans le copil des managers, des directeurs et des managers. Si vous avez des directeurs et des managers qui, ne mettent pas en place des OKR, ne répondent pas eux-mêmes à des OKR et ne font pas les entretiens de suivi, vous ne pourrez jamais le mettre en place en bas. Ça doit partir du haut. Le premier frein de la mise en place de la méthodologie OKR, c'est que ça doit être conduit du haut. C'est-à-dire que c'est votre CEO qui doit l'initier, puis après, vous avez les directeurs, après, vous avez les équipes managériales et ensuite les collaborateurs. Ça peut pas partir du bas. Ça peut pas être vos collaborateurs qui vous disent « Ah bah tiens, est-ce qu'on peut fixer des objectifs ?» Non, c'est l'arbre, il part du haut et il est dessiné vers le bas. Ça, c'est le plus gros frein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous pouvez être manager et décider de piloter votre équipe en méthodologie OKR, vous serez seul. Or, la méthodologie OKR, c'est vous êtes tous dans le même bateau et tout ce que vous faites a un impact sur les autres et ce que font les autres ont un impact sur vous. Sinon, vous allez être tout seul pour répondre à l'objectif d'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas être tout seul à répondre à un objectif d'entreprise qui nécessite 100 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, soit vous le faites tous ensemble, soit en fait, et il faut lâcher le truc. Et ça, pour pouvoir le mettre en place, il faut partir du haut de la pyramide. En fonction de la taille de votre entreprise, ça va être plus ou moins facile. Ça va être plus ou moins long. Il y a aussi autre chose. Si dans votre... je perds mes mots aujourd'hui, mais si dans votre... c'est pas la hiérarchie, c'est dans l'arbre... oh là là, aide-moi, Géraldine. Dans quoi? Dans la structure de l'entreprise? Comment on appelle ça? Oh là là, je perds le mot. Dans l'arbre, c'est pas l'arbre généalogique, mais c'est un peu ça. C'est pas l'arbre généalogique, c'est l'autre. Dans l'organigramme. Si dans l'organigramme, vous avez des équipes qui sont totalement déséquilibrées ou que vous avez des personnes qui sont toutes seules, mettre en place la méthodologie OKR va vous obliger d'abord à vous réorganiser
en interne à réorganiser vos équipes, votre organigramme, pour que la méthodologie OKR fonctionne. Si vous avez des équipes de 20, des personnes isolées, des équipes de 3 et que vous avez des managers sous des managers sous des managers, ça s'est déjà vu que vous avez un directeur, un manager qui pilote 3 personnes et une des 3 personnes qui pilote une autre personne, ça va vite être une usine à gaz. Il faut d'abord que votre organigramme soit propre, équilibré, structuré. Donc ça, c'est aussi un autre frein. Après, donc tu dis que ça doit venir de la direction, des managers et qui doivent incarner en fait cette nouvelle structure avec les OKR, etc. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'embarquer aussi les équipes. Et pour embarquer les équipes, en fait, c'est la mise en place d'ateliers de sensibilisation aux OKR. Donc, au lieu de les imposer en fait aux équipes, les équipes doivent être aussi, doivent avoir envie de faire ces OKR. Donc, et ça passe par leur expliquer en fait, sensibiliser les bénéfices des OKR, qu'est-ce que ça va eux leur apporter et en termes de performance et en termes d'évolution professionnelle. Et c'est vraiment important de créer des ateliers et de sensibiliser les collaborateurs à cette nouvelle méthodologie en fait. L'autre frein, et ça rejoint un peu ce que vous dit Géraldine, c'est que si jamais vous avez des managers qui sont pas très confiants et qui sont beaucoup dans le contrôle des choses, ça va bloquer aussi votre mise en place des OKR. Puisque, en fait, pour le manager, ça consiste un peu, et c'est peut-être aussi un axe de progression du coup pour le manager, mais ça consiste à laisser le collaborateur autonome jusqu'à un certain niveau et à le rendre responsable. Voilà. Et donc, le collaborateur, lui, ça va lui octroyer une certaine responsabilité, liberté, mais ça veut dire qu'à un moment donné, en étant responsable, eh bien, il doit être actif et engagé. Voilà. Et donc, ça, soit il y adhère, soit il n'y adhère pas. Merci Lina pour ces explications. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je vous ai mis le kit de mise en place des OKR dans le chat. Je vais vous mettre aussi, si vous voulez, le kit de mise en place du feedback. Alors, c'est des petits éléments, vous verrez, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est des guidelines hyper pratiques et très opérationnels. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à les regarder si vous souhaitez mettre en place le feedback ou les OKR chez vous. Si on n'a pas d'autres questions, surtout si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez mettre en place les OKR ou si vous êtes en train de les mettre en place et que ça bloque. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra toujours répondre à vos questions. Sachez que ça prend quand même un peu de temps, il faut être patient. Mais une fois que c'est lancé, ça roule et c'est top. Yes. Voilà, nous, on a que des bons retours. Et moi, en tant qu'RH, si demain je devais aller dans une entreprise où il n'y a pas la méthodologie OKR, je pense que c'est l'une des premières choses que je mettrais en place. Oui. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour piloter et pour engager les gens. Voilà. Et même pour gagner en confiance aussi, je trouve, avec ses collaborateurs. Ouais, clairement. Ça marche. Et merci les 12h03. Top. Et merci Lina. Et puis merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis on vous dit à bientôt. Passez une bonne journée tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir.